All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Mr. Lukic, Le président, Maître Lukic, j'espère que vous avez pu résoudre votre problème pendant la pause. Maître Lukic, nous avons vérifié les vidéos. En réalité, il n'y a pas de transcription pour cette partie-là qui a été versée au dossier, donc c'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas fourni. Le président, dans ce cas, il faut éteindre le son, parce que s'il n'y a pas de transcription, nous ne pouvons pas nous fonder sur un quelconque texte. Et dans ces conditions-là, je pense que présenter un texte que nous ne connaissons pas et qui, dans le cadre d'un procès public, n'est pas quelque chose... enfin, il ne faut pas procéder de la sorte. Je ne me souviens pas du versement au dossier de ce document-ci en particulier, mais à ce moment-là, vous devriez éteindre le son et ignorer, comme nous l'avons fait auparavant, simplement ignorer les paroles prononcées. Maître Lukic. Nous allons visionner 2 vidéos encore. Mais bon, ces vidéos ne comportent aucun texte. Donc on peut juste visionner la vidéo et les techniciens peuvent éteindre le son. Nous ne pouvons pas le faire depuis nos consoles. Le président, dans ce cas, vérifions. Nous allons voir si c'est possible d'éteindre le son de façon à ne regarder que les images. Oui. C'est possible. Bien. Une seconde, s'il vous plaît. Maître Lukic, on vient de m'informer du fait que vous pouvez le faire depuis votre ordinateur. Ce sera de toute façon éteint, mais nous allons donc poursuivre. Nous avons vu ce que nous devons voir. Nous n'allons pas remontrer cette vidéo-là. Et maintenant, nous allons voir la vidéo des 917. Le juge Flug, en général, nous avions une transcription et la traduction. C'est la procédure que l'on adopte ici. Est-ce que ces extraits ont été versés au dossier? Vous êtes sûr, Maître Lukic? Tout à fait. Le juge Flug, je vous remercie. Et le président, nous allons vérifier, voir dans quelles conditions ces vidéos ont été versées au dossier. Maître Lukic, je vous remercie. Messieurs les juges. Alors, la vidéo suivante au compteur, 12 minutes 21 à 13 minutes. Veuillez commencer, s'il vous plaît. Cette vidéo nous montre Alia Izetbegovic qui inspecte l'unité des Moudjahidines. Merci. Ensuite, la vidéo suivante, s'il vous plaît. Nous voyons des membres des mêmes forces musulmanes de Bosnie qui tuent des Serbes et qui les décapitent. Et ensuite, les diapositives suivantes, s'il vous plaît. Les membres. C'est la même vidéo des membres des forces musulmanes de Bosnie qui posent leurs bottes sur les têtes des Serbes décapités. Comme le
Magazine Vox. Le président, dans mon système court, comment se fait-il que moi je dispose de transcriptions mais que vous ne les avez pas? Maître Lukic, nous avons les transcriptions mais pas pour ces passages-là. Pas pour les passages que nous vous avons montrés. Nous avons essayé, mais... D'après ce qui était marqué au compteur, le président, et qu'est-ce que vous nous avez montré? Par exemple, le premier qui correspond à 10h42 à 11h02, il y a simplement une étoile à la place. Le président. J'ai au moins, voyons. Ce n'est pas très clair. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure notre transcription est incomplète si nous n'avons pas tout visionné auparavant. Nous n'allons pas y passer trop de temps maintenant. Maître Lukic, nous pouvons traduire aussi, mais nous n'avons pas eu le temps de le faire pendant la pause. Nous le traduirons volontiers. Nous pouvons traduire volontiers ces quelques phrases. Le président, donc passons à autre chose, s'il vous plaît. Question. Comme l'a menacé de le faire le magazine Vox en 1991, c'est ce que nous montrent ces images. Ne vous méprenez pas, les Serbes de Bosnie-Herzégovine, voire même les non-Serbes qui n'étaient pas d'accord avec le régime du SDA, devaient se défendre pour assurer leur survie. Et n'oublions pas que les musulmans et les Croates de Bosnie avaient déjà menacé cette survie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans le cadre des forces nazies qui ont terrorisé, tué des Serbes et des Juifs et des Roms à Jasenovac et dans d'autres camps de la mort. Cela ne signifie pas pour autant que tous les musulmans étaient des moudjahidines ou que tous les Croates étaient des oustachis. La diapositive suivante, maintenant, je vous prie. Et n'oublions pas le contexte dans lequel Alija Izetbegović et la plus haute autorité religieuse, le Rais Efendija Mustafa Čerić, se sont rencontrés pour voir comment cela pouvait être avantagé pour eux d'obtenir une intervention étrangère si un massacre était mis en scène à Marcalé ainsi que dans les enclaves, dans le but même de sacrifier la population civile musulmane pour une plus noble cause, celle des martyrs musulmans. Déposition du témoin. GRM 116 à la page du compte-rendu d'audience est suivante, 42 688 est suivante. C'est le même Alija Izetbegović qui s'est servi de la population civile de Sarajevo comme bouclier humain, les empêchant de quitter Sarajevo. P 6761, page 3. D 626, paragraphe 63. D 597, paragraphe 13. D 646, numéro 19. D 597, paragraphe 13. En plaçant des troupes de la BIH dans des bâtiments civils et entourés de civils, à partir desquels ils pouvaient tirer sur les Serbes. D 1661, page 142. Page du compte-rendu d'audience 25001. Page du compte-rendu d'audience 25107. D 613. D 509, paragraphe 13. D 653, paragraphe 38. Page du compte-rendu d'audience 767, Harland. D 535, paragraphe 20. De nos jours, l'État islamique d'Irak et de Syrie suit un modèle analogue et agit de façon comparable aux paroles et actes d'Alija Izetbegović et de ses forces. Et le monde entier s'est dressé
contre l'État islamique et a encore du mal à mettre fin à la terreur. En 1992, lorsque Ratko Mladic est venu à la VRS au mois de mai pour s'opposer à la terreur des Moudjahidines d'Alija Miljaković, il ne disposait que d'une armée de 20 nu-pieds, regroupant ce qui restait des différentes unités de la JNA, des unités de la TO, de volontaires civils mobilisés, avec un nombre insuffisant d'officiers ou de carrière pour commander et contrôler efficacement la dite armée. Souvenons-nous du fait que l'état-major principal de la VRS, plutôt que d'avoir des centaines et des milliers d'officiers de la JNA comme la deuxième région militaire, disposait simplement d'une douzaine d'hommes lorsqu'elle s'est attelée à sa tâche. Mais il est clair que d'agir dans un but criminel, la VRS et le général Mladic étaient motivés par un but légitime, à savoir une défense militaire contre ces menaces et ces attaques provenant d'un ennemi numériquement important qui était armé et qui n'hésitait pas à avoir recours à la terreur à la fois contre d'autres et contre leur propre peuple pour réaliser cet État musulman, entièrement musulman, qu'il s'était fixé conformément aux promesses de la déclaration islamique d'Izetbegović. Diapositive suivante. Et n'oublions pas que l'accusation dans ses arguments ignore les propos prononcés par le général Mladic et les ordres donnés par celui-ci qui préconisaient la protection de la population civile non serbe ainsi que celle des prisonniers de guerre conformément aux lois et coutumes applicables. P 474. De même, D 726, D 961, D 711, paragraphe 18. Tout ce qu'il y avait de bon et d'innocent dans les paroles du général Mladic, toutes les paroles bonnes et innocentes jamais prononcées par le général Mladic ou signées par celui-ci ont été ignorées par l'accusation ou dans leur mémoire en clôture. Et on dit que cela constituait un mensonge parce que des réunions secrètes méconnues de tous et non documentées en ont décidé autrement, comme à Srebrenica. L'accusation ne peut même pas identifier ces réunions secrètes et criminelles, ne savent pas où ces réunions se sont tenues et déclarent que celles-ci ont dû certainement se tenir entre deux autres réunions qui se sont tenues à l'hôtel Fontana. Et les éléments de preuve montrent que rien d'inapproprié n'a été abordé. L'accusation utilise ces allusions et ces déductions inacceptables pour dire que lorsque deux possibilités s'offrent à elle au vu des preuves, il faut accepter celle qui vise la culpabilité du général Mladic, tout simplement parce que c'est le général Mladic. Et cela n'est pas conforme au droit. Ceci est même contraire au droit. Il souhaite que vous ignorez tout simplement, que vous mettiez de côté tous les éléments de preuve à l'appui du fait que Ratko Mladic ne cessait d'obtenir ou de demander une cessation des hostilités et de demander à la force ONU de faire appliquer les accords et les faire appliquer par la partie musulmane, chose qu'ils n'ont pas faite. Ratko Mladic n'a ni commencé ni prolongé la guerre. Et cela, nous pouvons le montrer à l'appui de nos moyens de preuve. Diapositive suivante, s'il vous plaît. N'oublions pas que l'accusation ne cesse de parler de séparation comme étant le pivot des objectifs stratégiques serbes et ainsi donc de l'entreprise criminelle commune alléguée. Mais si vous vous penchez sur le contexte, vous constatez que la séparation représentait ce que les trois parties
avait négocié avec les médiateurs internationaux depuis longtemps et avec laquelle les trois parties en présence avaient donné leur accord pour résoudre de manière pacifique cette situation et éviter la guerre. Et c'est la partie musulmane de Bosnie qui a saboté ces négociations de paix en revenant dessus et en se refusant à signer cet accord. Encore une fois, c'est Alija Izetbegović qui a fait cela sur l'avis des Américains. L'ambassadeur Zimmerman en a parlé à la pièce P, c'est 1665. Il s'agit d'une carte qui émane de l'ambassadeur Cotillero. Nous avons le P 7772. Également, une carte portant sur le plan Cotillero est datée du mois de mars 1992. Nous avons sous les yeux, sur nos écrans, le D 1403. Une lettre envoyée à José Cotillero par Karadzic, Koljevic et Krajnik, datée du 2 mars 1992, l'informant du fait qu'Izetbegović avait refusé le plan et qu'en même temps, le même jour, au cours d'une cérémonie de mariage à Sarajevo, l'époux serbe, le père de l'époux serbe a été tué par un musulman. Si la séparation est la première étape du plan criminel des Serbes, dans ce cas, cela revient-il à dire également que les ambassadeurs Cotillero, Akashi, Hurd, Owen et Stoltenberg étaient les architectes de ce plan? Et qu'en est-il des autres membres de la communauté internationale qui ont tenté de réaliser la paix par une séparation? Qu'en est-il des soldats du maintien de la paix de la Force-Pronu qui ont tenté de séparer les parties belligérantes? Ces personnes-là font-elles partie de l'entreprise criminelle commune? Non. Et pourquoi? Eh bien parce que nous en revenons au thème central de l'accusation. C'est acceptable que quelqu'un d'autre fasse ou recherche quelque chose comme la séparation, mais si vous faites la même chose et vous êtes un Serbe, un membre de la police, du gouvernement, de l'armée serbe ou simplement un citoyen serbe de Bosnie, alors vous êtes automatiquement coupable. Vous êtes alors automatiquement un menteur si vous dites quelque chose d'autre qui suppose que vous respectez la loi. Vous êtes condamné à être coupable. Et cette culpabilité vous colle à la peau, car cette culpabilité vous est attribuée du fait de votre appartenance ethnique et votre appartenance à un organe militaire légitime, et non de vos actes et actions. S'il était encore publié aujourd'hui, le magazine Vox réagirait probablement aux suppositions absurdes de l'accusation en proclamant « Bienvenue dans le 4e Reich ». Il existe d'autres grandes parties du contexte que l'accusation choisit d'ignorer dans son argumenté, mais qui montrent qu'il ne fait aucun doute que Ratko Mladic n'est pas responsable de ces faits. Mais ils se sont produits. Et ils ont eu un effet profond sur la population et les événements en Bosnie-Herzégovine. Que ces aspects de contexte incontrôlables ont agité la population et attisé les tensions, et qu'ils ont créé une menace et une poudrière dans toute la Bosnie-Herzégovine. Et que les tentatives postérieures d'y remédier ne peuvent dès lors être analysés dans le vide, mais qu'ils doivent être replacés en contexte et compris selon le contexte. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Ratko Mladic n'est pas un monstre. C'était un soldat qui défendait contre les musulmans. Ce monstre était la machine de guerre et la terreur
islamique déclenché par Alija Izetbegović et ses appels au djihad. Et finalement, cette machine de guerre islamique a reçu de l'aide extérieure, comme le reconnaît l'expert de l'accusation lui-même, le général Richard Dannatt. Le Pentagone a coordonné les frappes aériennes de l'OTAN de manière à les faire coïncider avec des attaques militaires des musulmans de Bosnie et des Croates de Bosnie pour vaincre la VRS. Et nous avons le compte-rendu d'audience, page 19188, ligne 19, jusqu'à la page 19194, ligne 8, Dannatt. C'est la raison pour laquelle, et c'est à cause de cela que Ratko Mladić est ici, parce qu'il est serbe et a osé se dresser contre le djihad d'Alija Izetbegović, qui était secrètement soutenu par les forces de l'OTAN. Je voudrais à présent passer à autre chose et vous donner un bref aperçu de ce qui formera la théorie et la thèse de la défense. Avant de céder la parole à Maître Ivetic, je vais essayer d'être bref. Ces aspects seront développés plus tard. La défense ne nie pas que des crimes regrettables et opportunistes aient eu lieu, mais en aucun cas ils ne peuvent être liés à Ratko Mladić. Et de toute manière, tous les crimes dénoncés par l'accusation ne se sont pas effectivement produits de la manière présentée. Dans cette affaire, l'accusation cherche encore à attribuer à Ratko Mladić la culpabilité d'événements dont les preuves ont démontré qu'ils étaient le fait de l'autre partie, les forces d'Alija Izetbegović, notamment plusieurs explosions d'obus à Sarajevo, telles que Sirokacha, Markale, etc. Dans cette affaire, l'accusation cherche encore à attribuer à Ratko Mladić la culpabilité de la destruction de bâtiments culturels et religieux sur la base d'un constat judiciaire et de très peu de témoignages, alors que l'expert de l'accusation, Riedelmeier, a confirmé que certaines de ces mosquées n'existaient pas, ou étaient endommagées, ou détruites avant la guerre. C'est une insulte au système de justice pénale que de formuler des accusations de cette manière. Ratko Mladić est entré en fonction en tant que commandant de l'état-major principal de la VRS le 12 mai 1992. Avant son entrée en fonction, se sont produits beaucoup d'événements contextuels qui ont provoqué une peur légitime et une menace légitime de la part des forces militaires armées des musulmans de Bosnie, soutenues par le SDA, qui ont créé une situation de guerre et l'ont fait exploser. Ratko Mladić n'a joué aucun rôle dans ces événements. Beaucoup d'événements dans les municipalités, voire des crimes, se sont produits du fait d'autres. Avant l'arrivée de Ratko Mladić dans la VRS, et sans qu'il n'y fût impliqué, toutefois, l'accusation veut l'en rendre responsable. Pour ce qui est des interactions avec les autres, l'accusation les a erronément présentés comme des complots criminels illégaux et secrets dans lesquels Mladić a consenti à l'entreprise criminelle commune. Mais une autre interprétation est plus logique, car il s'agit vraiment de réunions légitimes d'organes d'État destinés à discuter de légitime défense et de situations difficiles causées par la guerre. En cherchant à faire de chaque civil serbe de Bosnie, policier et militaire serbe de Bosnie, un membre de l'entreprise criminelle commune,
l'accusation a cherché à faire de chaque réunion légitime une réunion criminelle. Cela n'est pas correct. Lors de ces réunions, Ratko Mladic prenait la parole pour défendre la modération et prônait que toutes les personnes vivent en paix, indépendamment de leur appartenance ethnique dans la Republika Srpska. L'accusation cherche à rendre le général Mladic responsable d'actions menées par d'autres structures telles que la police, les cellules de crise et les autres organes du gouvernement sur lesquels il n'exerçait aucune autorité et dont il n'était pas informé des actions. À son arrivée à la VRS, Ratko Mladic a été confronté à de graves pénuries de personnel, d'officiers professionnels et d'officiers subalternes et a dû gérer des intérêts opposés ainsi que des idées opposées quant à la manière de mener la guerre. Avec d'autres officiers de la VRS, il a été écarté du Conseil au commandement suprême de la défense qui prenait des décisions contraignantes pour la Republika Srpska. Qui plus est, les dirigeants civils ont refusé de décréter l'état de guerre, ce qui a encore davantage limité la capacité de l'armée du général Mladic et de ses commandements militaires à agir comme une armée malgré une situation de guerre. Confronté à des pénuries de personnel, à des sanctions et un ennemi plus nombreux que lui, le général Mladic était encore plus limité dans sa capacité à mener effectivement une guerre défensive. Il a fait de son mieux, à chercher à instiller la discipline, l'honneur et le courage parmi ses soldats. Il est révélateur qu'aucun témoin de l'accusation, qui ait été ancien officier de la VRS, n'ait eu quoi que ce soit de négatif à dire au sujet du général Mladic et ne l'ait impliqué dans des ordres illégaux. Pas un seul. Même la déposition de Momir Nikolic ne fait qu'évoquer un geste dédaigneux de Ratko Mladic sans dire qu'il avait ordonné des meurtres. Si le général Mladic était coupable d'avoir mené une campagne criminelle, au moins un témoin intérieur aurait quelque chose de négatif à dire à son sujet en tant qu'officier militaire. Voilà l'homme qui comparaît devant vous aujourd'hui au banc des accusés. Dans les municipalités, l'accusation parle d'une séparation des populations et d'une campagne militaire menée contre les civils pour chasser ou détruire tous les non-serbes. Mais il existe une interprétation alternative plus logique des preuves, à savoir que, conformément au plan Cutiliero, des actions ont été entreprises par les dirigeants serbes et musulmans dans les municipalités pour scinder la police et scinder la municipalité, le but étant d'empêcher la guerre et non de la provoquer. Malheureusement, les musulmans de Bosnie ont cessé leurs efforts de paix et ont lancé des attaques dans les municipalités et refusé de se désarmer ensuite. La présence de forces musulmanes de Bosnie armées qui n'avaient pas rendu les armes créait un risque de sécurité, d'autant qu'elles menaient de nouvelles attaques. Ces attaques et la menace d'escalade dans le conflit, compte tenu de la poursuite des combats, a poussé beaucoup de gens, serbes et non serbes, à quitter la région pour se mettre en lieu sûr. L'absence d'emploi, de ressources, d'infrastructures et de nourriture a aussi poussé les gens à partir. Mais d'autres sont partis à la suite d'ordres du SDA ou de la BIH d'évacuer une zone pour l'attaquer
ou pour se rendre dans une autre zone pour se mobiliser et renforcer les forces de la BIH. Des gens sont également partis lors d'actions de combat légitimes visant à désarmer ces unités militaires musulmanes de Bosnie et à débarrasser ces zones de forces hostiles. Ces actions militaires visaient des forces armées hostiles et cherchaient à les séparer du territoire pour neutraliser la menace qu'elles représentaient. Rien de tout cela ne permet de tirer la conclusion que le général Mladic est pénalement responsable du départ des populations ou des actions militaires légitimes menées contre des forces d'opposition hostiles. Le fait que les actions militaires étaient liées à un but militaire légitime et pas à un génocide contre les non-serbes est bien illustré par le fait que les non-serbes qui ont rendu les armes et n'étaient pas hostiles ont pu rester dans les municipalités et très souvent ont bénéficié de la protection de la VRS elle-même. Du personnel non-serbe travaillait pour la VRS et demandait à être mobilisé à la VRS. Lorsque d'autres actes, y compris des crimes, étaient commis par des renégats de la VRS de leur propre chef ou par des organes n'appartenant pas à la VRS tels que la police ou les paramilitaires, ces actes ne relevaient pas de l'autorité du général Mladic et il ne peut être tenu pour pénalement responsable de ces actes. Il n'existe aucun lien entre ces actes et le général Mladic. Dans le chaos de la guerre dans les municipalités, plusieurs centres de détention ont été mis en place. Mais la majorité était dirigée par des organes n'appartenant pas à la VRS et l'accusé n'a joué aucun rôle dans leur fonctionnement et n'avait dès lors aucune prise sur les conditions qui y régnaient. Des faits tels que le massacre, ce que l'on appelle le massacre de la salle 3 à Karaterme, ont été présentés et signalés comme le résultat légitime de tentatives d'évasion par le MOUP. Et l'accusé n'aurait pas pu savoir s'il en était autrement. Pour ce qui est des centres gérés par la VRS, il n'y en avait que deux, Manjača et Batković. Pour les deux, les ordres de la VRS provenant du général Mladic étaient de traiter les prisonniers de guerre dans le respect du droit. En raison de la pénurie de ressources et d'équipements, il était difficile de répondre à 100% aux normes alimentaires et autres. Et la VRS a demandé l'assistance des agences d'aide humanitaire. Les prisonniers étaient enregistrés auprès du CICR et les crimes connus étaient réprimés et faisaient l'objet de prévention. La VRS et le général Mladic avaient pour politique de toujours chercher à échanger les prisonniers avec l'autre partie et ont travaillé avec plusieurs organisations humanitaires pour faire en sorte que cela se produise. Rien de tout cela ne mène à la conclusion selon laquelle le général Mladic est pénalement responsable des traitements infligés dans les centres de détention. Ici, encore, il n'y a aucun lien avec le général Mladic. Pour ce qui est de Sarajevo, contrairement à l'image fausse que donne l'accusation de la SRK d'agresseur contre une ville civile vulnérable et non défendue, les preuves mènent à la conclusion alternative selon laquelle des actions militaires proportionnelles et légitimes ont été menées contre une ville qui était défendue et qui comportait un nombre important de soldats de la BIH mêlés aux civils. Le SRK était essentiellement une armée d'habitants de la région sans expérience du combat, assemblés par nécessité et tenus ensemble par la poignée d'officiers professionnels parmi eux et par le désir de protéger leur maison et leur famille de ce qu'ils percevaient comme une montée du fanatisme des musulmans de Bosnie provoquée par Alija Izetbegović. Le SRK
et la VRS ne voulaient pas vraiment prendre Sarajevo. Leurs objectifs étaient plus simples que cela. Ils voulaient se sentir en sécurité dans un territoire garantissant de façon égale les droits de tous les peuples et les protégeant de la menace d'être asservis. Leur guerre était une guerre de légitime défense. C'est ainsi que le général Mladic voyait la situation autour de Sarajevo. Et c'est ainsi que le général Mladic entendait diriger la VRS autour de Sarajevo, dans une guerre de légitime défense. Dans le contexte de Sarajevo, il est important de relever que les combats légitimes à Sarajevo et autour de la ville entre 92 et 95 ne visaient pas à terroriser les dirigeants politiques serbes, et le général Mladic ont négocié des cessez-le-feu et tenu des pourparlers diplomatiques pour résoudre le conflit. Mais cela n'a pas soulagé la population sur place. Les cessez-le-feu étaient constamment violés par la BiH, l'armée de Bosnie-Herzégovine, qui a ignoré les zones d'exclusion pour les armes et n'a pas démilitarisé Sarajevo. Les armes étaient acheminées illégalement par des convois humanitaires destinés à la BiH. Le SRK a été attaqué par des mortiers mobiles de la BiH qui esquivaient leurs tirs ces tirs de riposte défensifs étaient harcelés par l'artillerie de la BiH positionnée dans des zones civiles, se faisait tirer dessus depuis les gratte-ciel. Et malgré leur frustration croissante et la mort de civils sur le territoire qu'ils cherchaient à protéger, ils recevaient constamment l'ordre de leurs supérieurs de ne tirer qu'en cas de nécessité absolue. La question était devenue de savoir combien ils pouvaient tolérer avant qu'il ne devienne absolument impératif de riposter. L'armée de Bosnie-Herzégovine tirait pour provoquer et causer des dommages au SRK depuis les quartiers résidentiels de Sarajevo et depuis leur cachette dans les immeubles à appartements et la cour des hôpitaux. Car ils savaient que cela limitait la capacité de riposte et de défense du SRK et pouvait être utilisé à des fins de propagande pour la BiH qui présentait des Serbes comme des criminels sans pitié. Tout cela constituait un acte d'équilibrage permanent de la part du SRK qui devait déterminer exactement quelles étaient les forces nécessaires pour empêcher les attaques et quel était le moment où cette force devenait excessive et pouvait impacter indûment la population civile au sein de laquelle la BiH se cachait. La VRS et le général Mladic ont fait appel en permanence aux Nations Unies pour que les Nations Unies agissent conformément à leur mandat et entreprennent des actions contre les violations des cessez-le-feu et les violations des droits de la guerre par la BiH sans aucun succès. Ces frustrations ont été portées à la table des négociations et rappelées dans des réunions avec les représentants de la communauté internationale, conduisant nombre de personnes, et en particulier l'accusé, à proférer des menaces et à adopter des positions dures qui auraient pu être évitées dans des circonstances différentes, mais qui ont toujours visé à tenter d'obtenir une fin définitive des conflits et non l'intensification de la guerre. Ces frustrations n'ont fait que croître alors que la communauté internationale critiquait et protestait et punissait les actes légalement entrepris par le SRK en s'efforçant de négliger les actions de l'armée de Bosnie-Herzégovine, qu'elles aient été entreprises légalement ou autrement, et en particulier
les tirs embusqués délibérés et le pilonnage de son propre peuple, dont la BIH a souvent tenté de faire porter la responsabilité sur le SRK car elle savait qu'elle pouvait s'en sortir de cette manière. Nombre d'observateurs de l'époque ont eu le sentiment d'assister à une magistrale manipulation de la communauté internationale par les dirigeants de la Bosnie-Herzégovine. Et effectivement, Alija Izetbegović a choisi de sacrifier la vie de ses propres populations dans le cadre de massacres orchestrés dont il a rendu responsable l'AVRS, cherchant à se faire plaindre et à obtenir une intervention en sa faveur. Le général Mladic ne peut pas être tenu responsable pénalement de ces actes. La communauté internationale a affirmé et continue à s'efforcer d'affirmer que Sarajevo avait été proclamée zone protégée. Ceci, franchement, ressemble à une plaisanterie. La partie musulmane a lancé 28 offensives majeures contre les positions serbes à l'intérieur de Sarajevo, ainsi qu'un nombre très important d'attaques moins importantes. Sarajevo, c'est absolument clair, était une ville défendue et pas une zone démilitarisée. S'agissant de Srebrenica, la démilitarisation de cette localité a été violée et n'a pas été respectée, que ce soit par les forces de l'ABIH de Nasser Oric ou par le personnel des Nations Unies qui a fermé les yeux sur ce qui s'y passait. La présence et les attaques menées par les forces d'Oric ont transformé Srebrenica en une ville défendue et non en une zone démilitarisée. L'action Krivaya 95 de la VRS a été une action militaire légitime contre une force ennemie hostile, de même que l'embuscade et les combats contre la colonne des forces militaires de Srebrenica qui essayait d'effectuer une percée pour faire mouvement vers Tuzla. Il n'y a pas eu transfert forcé de la population civile hors de Potocari. Si les départs de Potocari faisaient partie d'un plan criminel, alors ceux qui l'ont planifié en ont été coupables. En l'espèce, il s'est agi de dirigeants civils et militaires de Srebrenica, des musulmans eux-mêmes, qui ont étaient les premiers à décider de partir et qui ensuite se sont appuyés sur un ordre des Nations Unies ordonnant au colonel Karemans de demander au général Mladic d'autoriser l'évacuation et d'aider à cette évacuation dans le but d'empêcher une catastrophe humanitaire. Tenir le général Mladic pour pénalement responsable d'une action humanitaire ordonnée par l'armée de Bosnie-Herzégovine et les civils bosno-musulmans et qui a été ordonné à la demande de la FORPRONU consisterait à pervertir gravement la notion de justice et à entacher et ternir à tout jamais la réputation et l'héritage de ce tribunal, menaçant ainsi l'idée même de droit et de justice internationale. Quant au regrettable massacre survenu à Srebrenica, la défense ne nie pas que quelques personnes ont été tuées au cours d'actes opportunistes et incontrôlables de vindicte personnelle dus à des membres du MOUP, à des habitants de la région et même à des contestataires de l'autorité au sein des organes de sécurité de la VRS. Ces meurtres n'ont pas été ordonnés par le général Mladic, ils ont été commis en violation flagrante des ordres fermes du général Mladic, dont un grand nombre de personnes a dit dans diverses circonstances que par décret, il avait décidé que tous les prisonniers de guerre devaient faire l'objet d'un échange avec la partie adverse. L'expert de l'accusation, Richard Butler, a confirmé n'avoir trouvé aucun ordre ferme émanant du général Mladic et ordonnant les massacres. Ceci est dû au fait que le général Mladic n'a pas
donné ces ordres et qu'il n'était pas présent au moment où ces massacres ont eu lieu. Le général Mladic ne peut pas être tenu pénalement responsable de ces massacres. Maintenant, il importe de comprendre, s'agissant des morts, que toutes les morts citées par l'accusation ne sont pas dues à des meurtres criminels par nature. L'accusation ne prend pas la peine de distinguer entre les morts dues à des crimes et les morts dues à des contre-attaques légitimes, comme celle qui a eu lieu après qu'à Kravitsa, les détenus ont pris le dessus sur le garde du MOUP, se sont emparés de leurs armes, en ont tué certains et blessé quelques autres, précipitant ainsi les morts motivés par le désir de vengeance. L'accusation, de même, n'a pas réussi à reconnaître que son propre expert, Butler, que ses propres déclarations de témoins, recueillies par elle-même, l'accusation, et que le fait que l'armée de Bosnie-Herzégovine elle-même cite un nombre important de morts au sein de la colonne, alors que, selon la partie musulmane, cette colonne se composait de 6000 personnes. Eh bien, au lieu de cela, l'accusation présente ces morts comme autant de victimes des massacres. Par ailleurs, l'accusation s'est efforcée de ne pas tenir compte des éléments de preuve provenant de l'armée de Bosnie-Herzégovine et de ses propres rapports d'enquête qui indiquaient que des personnes exhumées des fosses communes de Srebrenica étaient des victimes qui étaient mortes dans les années précédant l'année 1995 et ne pouvaient donc pas être attribuées aux crimes commis en 1995. Enfin, l'accusation s'appuie sur des tactiques combinatoires jouant sur la démographie pour obtenir un résultat ciblé afin de gonfler le nombre des victimes. Il a été révélé pendant le procès que 70% des victimes prises en compte par l'accusation, à savoir des cadavres exhumés dans les fosses communes de Srebrenica, étaient en fait les cadavres de soldats enregistrés dans les rangs de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Étant donné le manque de soins qui a été pris pour déterminer la vérité médico-légale, étant donné les questions sérieuses évoquées au sujet des enquêtes de médecine légale de l'accusation et des causes de la mort, y compris les éléments de preuve qui ont conduit le bureau du procureur et les responsables du bureau du procureur responsables des exhumations à se compromettre dans leur travail, comme par exemple William Haglund, qui a détruit des pièces de vêtements qui auraient pu être parlantes quant au statut militaire d'un cadavre, y compris aussi le docteur Kirchner, qui a contraint des pathologistes à modifier la cause de la mort dans les autopsies. Il est impossible de déterminer avec certitude combien de ces personnes ont pu être tuées au combat, en tout cas pas dans la mesure nécessaire pour respecter le critère de doute raisonnable. Ceci est particulièrement vrai étant donné les autres questions soulevées quant au travail de médecine légale et à la fiabilité de ses conclusions. Le général Mladic ne peut pas être tenu pénalement responsable de tout ceci. Quant à l'affirmation qu'il y aurait eu des otages, la défense, encore une fois, se doit de souligner que si l'on prend en compte le contexte global des éléments factuels constituant les preuves, il est clair que les membres du personnel des Nations Unies ont été détenus en tant que prisonniers de guerre et en tant que combattants après que les Nations Unies ont engagé, correction de l'interprète, l'OTAN, et qu'ils sont devenus des combattants au moment où les frappes ont commencé contre les positions serbes, impliquant l'intervention du personnel des Nations Unies qui a servi de moyen destiné à permettre l'identification des cibles et à diriger les jets vers ces cibles. Les seuls ordres du général Mladic
portait sur la nécessité de traiter ces personnes dans le respect des lois concernant les prisonniers de guerre. Les éléments de preuve, dans leur majorité, montrent que les commandants de la VRS ont respecté les ordres du général Mladic et ont maintenu ces personnes dans le respect des conditions nécessaires et applicables aux prisonniers de guerre. Dans le cadre de quelques rares incidents isolés, des personnes échappant à tout contrôle ainsi que des personnes inconnues, mais en tout cas n'agissant pas sous les ordres de la VRS, ont appliqué des mesures excessives vis-à-vis de ce personnel détenu des Nations Unies. Dans tous les cas, les actions du général Mladic ont consisté à répliquer en ordonnant à ses subordonnés d'assurer la sécurité de ces hommes sous la garde de la VRS, et ils ont par la suite été traités dans le respect des dispositions applicables aux prisonniers de guerre. Ainsi, le général Mladic ne peut pas être tenu responsable des actes commis par des personnes qui ne respectaient pas ses ordres, mais qui s'étaient engagées dans des actes individuels, en particulier lorsque ces membres du personnel des Nations Unies ont été déplacés hors du danger et que le général Mladic a assuré leur sécurité en tant que prisonniers de guerre en leur dispensant les mêmes protections que celles qui étaient dues à des prisonniers de guerre. Personne n'a été blessé et de plus, tous les membres du personnel des Nations Unies ont été relâchés peu après. Et si l'on se penche plus avant sur les éléments de preuve de la défense, on y voit les détails, on trouve les détails de tout cela dans le mémoire en clôture de la défense, sur lesquels nous reviendrons plus tard, mais au cours des jours suivants dans ce prétoire. Mais nous devons souligner aujourd'hui que l'accusation s'est appuyée sur des éléments de preuve incroyables et très entachés de compromission dans le but de s'efforcer de réaliser la charge de la preuve et de déclarer le général Mladic coupable. L'accusation a conclu un accord avec le diable au sujet de Srebrenica, avec Momir Nikolic, qui s'est efforcé de transférer sa propre responsabilité dans des crimes écœurants sur le général Mladic parce qu'il souhaitait voir sa peine réduite et être relâché plus tôt. Il a été récompensé en étant effectivement relâché plus tôt. Mais ce qui entache toute l'histoire racontée par Nikolic dans le but de servir ses propres intérêts, c'est la concession faite par lui qu'il n'a jamais reçu le moindre ordre explicite visant à commettre des meurtres contre les prisonniers de guerre de Srebrenica avant qu'il ne commence lui-même à orchestrer ces meurtres. Cela ne signifie que ni le général Mladic ni le général Blagojevic, son supérieur, n'est concerné. Nikolic est présent partout et il a du sang jusqu'au coude. Blagojevic et Mladic ne peuvent être situés nulle part, ne serait-ce qu'aux abords des lieux de tuerie. Le général Mladic ne veut pas être tenu responsable pénalement d'actes criminels commis par Momir Nikolic et ceux qui ont conspiré pour tuer les prisonniers de guerre de Srebrenica en violation des ordres du général Mladic et à son insu. L'accusation, de même, s'appuie sur toute une série de prétendues communication interceptée par radio, ce qui défie toute technologie, tout sens commun et toute logique. D'une part, les conversations les plus importantes ont toujours été préservées par voie d'enregistrement. D'autre part, aucune des conversations importantes pour l'accusation et auquel aurait participé le général Mladic ne peut se retrouver sur des enregistrements. L'un des opérateurs radio les plus importants chargés de ces interceptions est dénoncé par le chef d'unité ainsi que dans les registres officiels de l'armée de Bosnie-Herzégovine comme n'ayant pas travaillé à cet endroit avant 1996, soit une année entière après les interceptions présumées et leur écoute et leur transcription.
Les registres d'interception n'ont été fournis au bureau du procureur que de nombreuses années plus tard. Certaines, dans des livres, portent les marques d'une date de publication ultérieure à 1995, ce qui défie toute logique. Et les éléments de preuve douteux dont il est question ici ne sont en aucun cas au niveau nécessaire pour permettre de déclarer qui que ce soit coupable. L'accusation s'appuie également sur la propagande et d'autres éléments de preuve sans tenir compte de la partialité potentielle des sources, y compris des médias internationaux et des membres d'organisations internationales telles que la FORPRONU ou les observateurs militaires des Nations Unies. Il y a eu partialité contre certains des membres de la parmi certains des membres, correction de l'interprète, de la FORPRONU et parmi les observateurs militaires des Nations Unies, qui a été démontré et confirmé par plusieurs anciens responsables des Nations Unies ayant témoigné devant ce tribunal. Ainsi, personne, et encore moins Ratko Mladic, ne doit être déclaré coupable sur la base d'éléments de preuve provenant de sources aussi marquées par la partialité. Monsieur le Président, j'en ai terminé pour le moment. Peut-être pourrait-on faire la pause. Le Président, merci, Maître Lukic. Pour que tout soit parfait sur le plan de la procédure, comme vous en avez rappelé la nécessité, il y a eu une discussion au sujet de Maître Ivetic qui s'est exprimé lors d'une audience tenue au titre de l'article 98 bis et qui souhaite s'exprimer devant la Chambre. Je pense à ce moment que c'est une question qu'il pourrait poser à la Chambre en l'absence du Conseil, mais en vertu de l'article 98 bis, il a été établi que Maître Stojanovic, en tant que co-conseil, serait présent. Donc, dans ces conditions, Maître Ivetic s'est adressé à la Chambre, n'étant pas conseil lui-même. Je pense que nous sommes maintenant dans une situation comparable et que le conseil principal et le co-conseil sont présents dans la salle. Je voudrais vérifier avec M. Tiger s'il n'y a aucun problème, si Maître Ivetic est présent dans cette dernière partie de la présentation des plaidoiries. Maître Lukic, notre intention n'est pas d'éviter la présence de qui que ce soit. Vous m'écoutez en anglais, en tout cas, le Président. Eh bien, votre accent est tout à fait charmant, Maître Lukic. Je pense que nous pouvons maintenant faire la première pause. Nous reprenons à 11h50.